d'abattre certaines idées reçues qu'on a sur la gestion de patrimoine. Première idée reçue qu'on a sur la gestion de patrimoine, c'est que la gestion de patrimoine, c'est les gens qui nous appellent à 19h pour savoir si on paye trop d'impôts. La gestion de patrimoine, c'est pas ça. Deuxième idée reçue, la gestion de patrimoine, c'est pour des gens qui ont du patrimoine, puisqu'il faut le gérer. La gestion de patrimoine, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas gérer un patrimoine existant. La gestion de patrimoine, c'est apprendre à un investisseur à se créer du patrimoine, à se créer du patrimoine de manière intelligente. De manière intelligente, on va voir par la suite, c'est-à-dire en fonction de sa situation et de ses objectifs. Donc ça, c'est un point très important de la gestion de patrimoine, c'est le focus objectif. Et on va le voir donc de suite avec mon premier bug de la soirée. Donc nous allons voir, en fait la conférence va se faire en deux parties. Première partie un petit peu théorique, avec une petite amorce sur la retraite. Comme je vous l'ai dit, la gestion de patrimoine, c'est apprendre à quelqu'un à se créer du patrimoine en fonction d'un objectif. Il y a un objectif que l'on a tous en commun, allez, deux objectifs que l'on a tous en commun, la résidence principale et la retraite. Nos parents, nos grands-parents n'avaient que la résidence principale comme objectif, mais nous on en a deux maintenant, et vous allez voir, c'est la retraite et la résidence principale. Ensuite, quelques prérequis sur la gestion de patrimoine, avec la mécanique des intérêts composés, la pyramide des placements. Et enfin, on finira dans le concret avec les placements préférés des Français, le livret A, le PEL et l'assurance vie, avec une petite digression sur comment investir en bourse et notamment la différence entre rendement et rentabilité, puisque ce sont deux notions qui sont assez incomprises chez les investisseurs. Ok? On est entre nous, je pense que vous l'avez vu, on est une dizaine ce soir. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à émettre des objections, à poser quelques commentaires éventuels. Ok? Vous allez bien? Oui. Super. Alors, premier slide, première partie, le focus objectif. Objectif, le départ à la retraite. Il faut savoir qu'il y a l'IFOP qui a posé un sondage à un échantillon de Français pour savoir quels étaient leurs positionnements par rapport à la retraite. Il leur a posé 3 questions. Déjà, quel dernier salaire aimeriez-vous percevoir? Donc ça c'est merci d'éteindre. Donc ça c'est une question intéressante puisque on ne se pose pas forcément la question quand on est jeune de savoir quel est notre objectif de fin de carrière. Deuxième question intéressante, quel pourcentage de votre dernier salaire aimeriez-vous percevoir? Vous avez votre dernier salaire, vous avez votre retraite, mais quel pourcentage aimeriez-vous percevoir? Ce pourcentage, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. On va le voir par la suite. Personnellement, j'aimerais recevoir 100% de mon dernier salaire. Logique. Je vais être à la retraite, j'aimerais garder mon même train de vie. J'aurais même tendance à dire, j'aimerais recevoir 200% de mon dernier salaire. J'ai trimé toute ma vie. Pourquoi pas en profiter un moment? Et enfin, dernière question. Quel pourcentage de votre dernier salaire pensez-vous réellement percevoir? Donc ça, c'est le sondage IFOP. Et voici ce qu'ont répondu les Français. Les Français sont un petit peu réalistes, ils sont connus pour être pessimistes. Et ils ont dit, bon ben, moi j'aimerais en moyenne recevoir 84% de mon dernier salaire. Pessimiste, le Français. Et réellement, ils pensent percevoir, eh bien, 64% de leur dernier salaire. Le voilà l'objectif retraite. On a un écart de 20%. Si mon dernier salaire que j'aurais aimé percevoir, c'est, mettons, 10 000 euros. 10 000 euros net par mois en dernier salaire. Pas mal. Mais j'ai un écart de 20% par rapport à mon objectif. Donc il faut que je me crée un revenu complémentaire de 2 000 euros. Il y en a qui suivent. Super. Donc ça, c'est vraiment le français pessimiste, mais on va le voir, il n'est pas si pessimiste que ça, parce que le Conseil d'orientation des retraites a fait une vraie courbe de prévisionnel du taux de remplacement. J'explique. Ça, c'est le taux de remplacement des retraites base plus complémentaires. Les deux. Qui est étudié par catégorie socio-professionnelle et par catégorie d'âge. Vous avez en bleu les fonctionnaires, en mauve les salariés non cadres, les salariés cadres, les professions libérales, les cadres supérieurs et les artisans commerçants. Et ici, vous avez les âges et la courbe du taux de remplacement en fonction des âges. J'explique. Si vous êtes fonctionnaire et que vous avez 65 ans, vous partirez en moyenne avec 70% de votre dernier salaire. Ok? Si vous avez 45 ans, que vous êtes salarié cadre,
ce n'est pas avec 64% de votre dernier salaire que vous partirez, mais avec 45% de votre dernier salaire. Et si vous avez 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Si on a 30 ans, et bien, qu'on est salarié cadre par exemple, on partira avec 40% de notre dernier salaire. Et si on est profession libérale, bon ça on le sait, hein, c'est avec un tiers de notre dernier salaire. Ce qui est marrant, c'est que les cadres supérieurs qui se croient souvent à l'abri, en fait, vont être logés à la même enseigne que les artisans commerciaux et les professions libérales. Mais ils ne le savent pas. Alors que les professions libérales, ils ont été éduqués quand même à préparer leur retraite. Ça, c'est un chiffre intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que ce taux prévisionnel de taux de remplacement est optimiste, car il ne sera atteint que par 5% des Français. Pourquoi? Parce que ça, c'est le taux lorsque l'on est à taux plein. Je ne vais pas expliquer précisément comment se calcule le taux plein. Ce qu'il faut savoir, grosso modo, c'est pas un cours sur la retraite non plus, c'est que le taux plein, c'est quand on cotise tous ces trimestres. Et il n'y a que 5% des Français qui vont cotiser tous leurs trimestres. Pourquoi? Ben, facile, on est dans une période instable, une période de chômage vite arrivée, mobilité de plus en plus fréquente, une période d'expatriation est elle aussi vite arrivée, et tout simplement, on va tellement devoir cotiser de plus en plus qu'on n'ira pas tous au bout de la chaîne. Il y a un moment, on en aura marre. Donc moi, je vais être encore un petit peu plus pessimiste que ça, et je vais m'appuyer sur le prévisionnel des caisses de retraite qui a été fait après la dernière réforme Sarkozy, à savoir les cotisations sont à 166 trimestres, l'âge légal de départ à la retraite est à 62 ans, l'âge légal de taux plein est à 67 ans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'âge légal de départ à la retraite, l'âge légal de taux plein? Donc, vu que vous avez des questions, je vais vous répondre. L'âge légal de départ à la retraite, c'est à 62 ans, je peux partir à la retraite, mais je ne serai pas à taux plein, sauf si j'ai cotisé mes 166 trimestres. Par contre, à 67 ans, même si je n'ai pas cotisé mes 166 trimestres, je pourrais partir à la retraite avec le taux plein. Ok? Et bien ça, c'est la courbe du financement qui a été faite après cette fameuse réforme, vous savez, qui a donné beaucoup de grèves, beaucoup de mécontentement. Et pourtant, malgré cette réforme, pour nos retraites, pour les trentenaires, on sera à 105 milliards de déficit de caisse de retraite, c'est absolument génial. Déjà aujourd'hui, on est à environ 20 milliards de déficit. Donc mon point de vue, hein, et ça ne reste que le mien, c'est que la retraite, on n'en aura pas trop. Voilà. Donc il faut apprendre dès maintenant à se créer par nous-mêmes des revenus complémentaires. L'idée, c'est pas que vous tiriez une balle en sortant de la conférence. Donc, je commence un petit peu sévère, mais après, on va le voir, il y a des solutions qui existent. Il y a notamment des conseillers en gestion de patrimoine qui sont là pour ça. Donc, on reprend l'objectif retraite de manière un petit peu plus précise que tout à l'heure. J'ai monsieur Martin, qui a 33 ans, qui est cadre salarié. Monsieur Martin, il a comme objectif de vie plutôt raisonnable, il se dit voilà, j'aimerais une indépendance financière à 65 ans. C'est-à-dire que quelles que soient les réformes gouvernementales, quel que soit le contexte, je partirai à 65 ans nananaire. Et donc, son ambition de fin de carrière, c'est de toucher 4 000 € net par an. Donc, pour sa retraite, lui, il aimerait percevoir 75% de son dernier salaire. Il a compris qu'il ne pourra pas compter sur beaucoup plus. 75% de son dernier salaire, ça équivaut à 3 000 € net par mois. Donc il aura quand même un écart de 1 000 € à combler. Par ses propres cotisations personnelles, on va dire. Sauf qu'il s'aperçoit sur la courbe du taux de remplacement qu'il n'aura réellement que 1 600 € net par mois. Je le rappelle, courbe du taux de remplacement optimiste. Et voilà, son objectif retraite de revenus complémentaires, se créer une rente de 1 400 € par mois. Donc en termes d'investissement immobilier, ça se comprend de manière assez intuitive. Voilà, M. Martin, il aura sa résidence principale, 2 petits apparts qui leur donneront 1 400 € par exemple. Aujourd'hui, on est dans les placements financiers, donc par exemple, avec 300 000 € de patrimoine financier pour sa retraite, il pourra combler son déficit retraite pendant 15 à 20 ans environ. 15 à 20 ans selon que son placement soit du 2 ou du 3%. Et après, advienne que pour. Des questions? Non? Je peux continuer? Oui. Comment on explique la différence de taux de remplacement
Des différents corps de métier. Différences socio-professionnelles. Ça, c'est ce qu'on appelle des privilèges sur les catégories socio-professionnelles, ce qui fait aussi beaucoup de mécontentement selon certaines professions. C'est-à-dire que si tu prends un libéral, déjà, il faut savoir que les taux de remplacement ne sont pas calculés de la même manière par catégorie socio-professionnelle. Ce n'est pas les mêmes types de calculs. Et évidemment, il y a différents types de calculs qui sont plus avantageux pour certains que pour d'autres. Et puis après, c'est vrai que, par exemple, les fonctionnaires sont plus à l'abri par rapport à la retraite. Quelque chose de connu, voilà. Les fonctionnaires gagnent moins bien leur vie, mais ils ont une meilleure retraite, c'est en gros comme ça. Bien. Monsieur Martin s'est dit, bon, si je pouvais faire un retour en arrière, je ne ferais pas la même erreur. Dire qu'aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai toujours pas cotisé pour ma retraite. Donc je dis, c'est pas grave, monsieur Martin. Faisons flashback ensemble. On est à 20 ans. C'est bien. Je le fais très très bien. Normalement, il y a un petit bruitage avec, il n'a pas fonctionné. Donc, monsieur Martin a 20 ans cette fois, et il se dit, ok, j'ai compris. Là encore, quelles que soient les réformes gouvernementales, quelle que soit ma situation, quel que soit le contexte, je vais mettre 100 € par mois pour ma retraite et pour rien d'autre. C'est-à-dire qu'entre-temps, monsieur Martin, eh bien, il va avoir un job. Il va gagner plus d'argent, il va dépenser plus, il va acheter une voiture, mais il continuera à mettre 100 € par mois pour sa retraite. Il va acheter sa résidence principale, beaucoup de mensualités, un crédit ras à la gorge, mais il continue à mettre 100 € par mois pour sa retraite. Une résidence principale, ça coûte cher. Il va se marier, il aura une femme, ça aussi ça coûte cher. Mais il continuera à mettre 100 € par mois de côté pour sa retraite. Voilà ce que se dit monsieur Martin. De 20 ans à 65 ans, je mettrai 100 € par mois de côté pour ma retraite. Donc si vous faites le calcul, assez simple, 100 € par mois pendant 45 ans, ça fait 1200 € par an, ça fait, en 45 ans, 1200 fois 45, ça fait 54 000 €. Donc M. Martin aura économisé tout au long de sa vie 54 000 €. C'est pas énorme. Il va se retrouver avec sa retraite avec 54 000 €. Donc pas grand-chose. Et là, vous allez me dire, oui, bon, M. Martin, et en même temps, il a placé sur une épargne à 0%. Personne ne fait ça. Personne ne met 54 000 € sous son matelas. Évidemment, sinon on aurait trop mal au dos. Donc, M. Martin décide, parce qu'il a un conseiller en gestion de patrimoine, de placer ses 100 € par mois sur du 5%. Intéressant. Et d'après vous, sur du 5%, combien aura-t-il pour sa retraite? Juste un chiffre. 500 000. On est à 54 000 de départ. Donc déjà, il y aura plus ou moins que 54 000. Voilà, vous y êtes. À peu près combien? Juste un chiffre. Un petit chiffre. Il y a des grilles qui 5%. Petit chiffre. Donc, entre 54 000 et 100 000 plus. Entre 100 000 et 150 000. 150 000. Voilà. Il sera pour sa retraite avec 202 644 €. Et si M. Martin avait investi sur une épargne qui fait du 10% par an, combien aurait-il pour sa retraite? 1 million. Là, un flambeur. Pas tout à fait. On a du 1 048 000 €, mais je te laisse les 48 000, on n'aime plus là. Effectivement, tu as raison. Donc là, c'est intéressant, on a effectivement des courbes exponentielles. Très bon élève, à ma bouche. Il y a 3 paramètres qui interagissent dans la mécanique des intérêts composés. Est-ce que vous arrivez à intuiter ce qu'est la mécanique des intérêts composés? Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Si vous avez, non pas 100 € par mois, mais directement un capital de 100 000 €, d'accord, qui tourne sur du 10%. L'année prochaine, j'aurai combien l'année prochaine? 110 000 €. Effectivement, j'aurai 100 000 plus les 10% qui vont me donner 10 000. L'année d'après, les 10%, ils vont se recalculer sur les 100 000 ou sur les 110 000. Voilà. Tout simplement, les 10% continuent de se calculer sur un capital qui ne cesse de grossir. C'est ça la mécanique des intérêts composés. Et dans la mécanique des intérêts composés, il y a 3 paramètres qui interagissent. Lesquels?
3 paramètres. La durée de l'investissement, le taux, et le montant que l'on investit, effectivement. Il y a seulement 3 paramètres. Maintenant, quelles sont les interactions de ces paramètres? Est-ce qu'il y a un paramètre qui est plus important que l'autre? Est-ce qu'il vaut mieux investir plus ou est-ce qu'il vaut mieux investir mieux? C'est-à-dire sur quelque chose de plus rentable. Donc ça, vu que je suis un ancien ingénieur un peu geek, je l'ai analysé pour vous via un tableau. C'est-à-dire que j'ai fait 100 € par mois sur du 5%, 100 € par mois sur du 10%, et j'ai analysé l'évolution, ce que ça donne dans le temps. Donc, je ne vous demande pas de vous focaliser sur les chiffres, je vous demande juste de vous focaliser sur l'écart entre l'épargne à 5% et l'épargne à 10%. Ok? Donc l'écart au bout de 5 ans, il est de 14%. L'écart au bout de 10 ans, il est de 32%. L'écart au bout de 20 ans, ben là ça y est, entre le 5 et 10%, on passe du simple au double. Au bout de 30 ans, on passe du simple au triple. Au bout de 40, on passe du 5 au quintuple, et au bout de 45, on passe du simple au quadruple, et au bout de 45, on passe du simple au quintuple. On a un écart qui se creuse de manière exponentielle entre l'épargne à 5% et l'épargne à 10%. Ce qui nous laisse intuiter que la rentabilité a un impact exponentiel sur votre investissement. Ok? Donc, petit commentaire par rapport à ça. La gestion de patrimoine, vous l'aurez compris, c'est une science. C'est une science de long terme. Si vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine et que vous lui dites sur quoi il faut que j'investisse pour trouver la pépite, là, vous n'aurez rien. Parce que la vraie question, c'est pourquoi vous voulez investir? Quel horizon? Parce que si vous avez un horizon court terme, est-ce que ça vaudra le coup de vous faire aller sur un placement risqué? Alors qu'il y a certes un espoir de rentabilité supérieur, mais est-ce que ça vaudra le coup, sur 5 ans, de viser un placement risqué? Non. Parce qu'entre une épargne à 5% et une épargne à 10%, j'ai qu'un écart de 14. C'est ce qu'on appelle l'espoir de gain, on ne s'y retrouve pas. Donc effectivement, si vous visez du court terme, visez peu de rentabilité. Mais si vous visez du long terme, là, la rentabilité prendra tout son sens. Maintenant, donc là, j'ai comparé le taux dans la durée. Troisième paramètre, le montant investi. Que se passe-t-il si j'investis 50% de plus par mois? Donc M. Martin, ce n'est pas 54 000 € en tout qu'il va investir, c'est 72 000. Il investit 50% de plus par mois. Quel est l'écart avec M. Martin initial qui investit que 100 € par mois? Eh bien, vous allez le voir, entre M. Martin 10% à 150 et M. Martin 10% à 100 €, il y a 50% d'écart. Au bout de 10 ans, il y a 50% d'écart. Vous l'aurez compris, quelle que soit la durée, il y aura toujours 50% d'écart. Si j'investis 2 fois plus, j'obtiendrai 2 fois plus. Si j'investis 50% de plus, j'aurai 50% de plus. L'impact du montant investi est linéaire. Et ça vous prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de graines au départ pour avoir un beau champ de blé, pour avoir une belle récolte. C'est pas ça que te dit la mécanique des intérêts composés. Que te dit la mécanique des intérêts composés? Ce qui compte, c'est d'avoir une terre fertile et d'arroser longtemps. Tu peux partir avec une graine, la mécanique des intérêts composés fait le reste. Par contre, si tu sèmes beaucoup de graines chaque mois sur du parquet, dans 45 ans, tu récupères tes graines. C'est tout. Donc là, je vous ai fait un petit graphique parce que c'est stylé. Okay. Bref, 3 paramètres qui interagissent, je répète. Le montant qui a un impact linéaire. La durée qui a un impact exponentiel. Et le taux qui a un impact exponentiel. Donc qu'est-ce qu'on ira privilégier si on a un objectif long terme? C'est bel et bien la durée et le taux. Alors, que se passe-t-il si j'ai pas 20 ans comme M. Martin, mais que j'ai 30 ans? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai déjà perdu le match. Non. Si tu mets un fort versement initial en entrée,
Si tu mets 10 000 € en entrée, tu rattrapes tes 10 ans. Le versement initial important en entrée nous permet de gagner le temps qu'on a perdu. Mais évidemment, plus on s'y prend tôt, vous l'aurez compris, moins on a d'efforts à faire. Et moi j'aime bien quand on n'a pas d'efforts à faire. Dernière petite digression sur les frais. Parce que j'entends souvent parler, dans l'investissement, on entend souvent parler de frais. Il y a deux types de frais. Il y a les frais d'entrée et il y a les frais de gestion. L'impact des frais d'entrée, c'est sur quels paramètres? C'est, pardon, sur le montant investi. Donc les frais d'entrée ont un impact linéaire. Les frais de gestion, ils se calculent sur quoi? Sur le taux. Les frais de gestion ont un impact exponentiel. Il y a une autre chose qui a un impact exponentiel, c'est la fiscalité. La fiscalité, elle s'applique chaque année. Pour qu'on fasse le comparatif avec l'immobilier. En frais d'entrée, j'ai quoi? J'ai mes frais de notaire, mes frais de garantie. Voilà quels sont mes frais d'entrée. Et en général, c'est 10%. 10% de frais d'entrée dans l'immobilier. Mais bizarrement, ça, on s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'on a conscience que dans l'immobilier, on vise du long terme. Et donc, mes frais d'entrée vont se noyer dans la rentabilité. Il y a un truc dont on a moins conscience dans l'immobilier, c'est bel et bien la fiscalité, par exemple. Fiscalité, chaque année, j'aurai quoi? J'aurai ma taxe foncière aussi. J'aurai mes charges de copro, j'aurai mes frais d'entretien. Et ça, on ne l'analyse pas, par contre. Et pourtant, ça aura bel et bien un impact exponentiel. Ce qui compte quand vous allez prendre un contrat, si vous visez du long terme, c'est la performance. Ce n'est pas les frais d'entrée. Je vois mes investisseurs qui... Je vous laisse me saluer. Je vois des investisseurs qui passent leur temps à comparer les frais d'entrée, mais qui ne savent toujours pas quel est leur objectif, qui ne savent toujours pas quelle est la performance qu'ils visent. Effectivement, si vous visez du court terme, les frais d'entrée auront un impact très important. Si vous visez du long terme et de la performance, les frais d'entrée auront un impact linéaire. Des questions? C'est pour ça qu'en gestion de patrimoine, on fait ce qu'on appelle la pyramide des placements. Pourquoi une pyramide? Parce que vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse pour préparer notre retraite notamment, c'est d'atteindre le sommet de la pyramide de l'épargne long terme. Mais on n'ira pas vous conseiller l'épargne long terme si vous n'avez pas les bases. C'est très simple. Plus vous visez du court terme, plus on ira viser de la sécurité, avec le moins de frais possible, évidemment. Et la rentabilité aura très peu d'importance. Plus vous allez vers le sommet de la pyramide, les frais auront de moins en moins d'importance, donc on va chercher un contrat qui sera performant, quitte à ce qu'il y ait des frais, mais avec un espoir de rentabilité largement supérieur, et là l'épargne n'est plus sécure. Quel type d'épargne vous connaissez en court terme? Livret A. Quoi d'autre? Ça tombe bien, c'est le livret bleu, le LDD, voilà, tous les livrets en gros. Tous les livrets. Donc on va en voir un tout à l'heure, le livret A. En épargne moyen terme, vous connaissez quoi? Le LEP, c'est un livret. PEL, CEL, c'est court terme aussi. PEL, PEA, PE, en gros, tous les plans d'épargne. La majorité des plans d'épargne. Et je vous ai mis un petit aussi qui s'appelle l'assurance vie. Alors l'assurance vie, on va souvent me dire, mais l'assurance vie, je crois que c'est sur le long terme, parce que l'assurance vie, tout le monde me dit, c'est plutôt sur le long terme l'assurance vie. Sauf que l'assurance vie, on va le voir, a une flexibilité telle qu'on peut le mettre dans la catégorie des épargnes moyen terme. Et en long terme, en gros l'immobilier et les plans d'épargne retraite. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le livret A, le PEL et l'assurance vie. Très simple. Le livret A. Ah, qui c'est? Alors, qui a un livret A? Tout le monde a un livret A. Voilà. Donc, tout le monde sait pourquoi vous avez un livret A. C'est-à-dire, quels sont les avantages d'avoir un livret A? Épargne disponible. Quoi d'autre? C'est sûr. Liquidité rémunérée. Voilà.
épargne disponible, sécure, un tout petit peu rémunéré, quoi d'autre? Non fiscalisé. On a fait le tour, je crois. Le capital est garanti, alors garanti, hein, on va dire en partie. Le capital est toujours disponible. Les intérêts sont défiscalisés. Voilà l'avantage du livret A, les avantages du livret A. Quels sont les inconvénients du livret A? Monsieur l'a dit tout à l'heure. Là, alors, petit passage, comme ça je pense que tout le monde sait, les plafonds du livret A ont été cette année. Ok. La performance compense seulement l'évolution du coût de la vie. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce qui était marrant, c'est qu'on se disait 100 € par mois sur du 0%. Mais personne ne fait ça. Personne. Et en réalité, tout le monde le fait. C'est-à-dire que ce que vous faites chaque mois, c'est que vous mettez 100 € par mois, vous épargnez votre retraite, 54 000 € réévalués par rapport à l'inflation. C'est tout ce que vous faites. Et le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'abord d'évaluer vos objectifs. Quels sont vos objectifs long terme? Par exemple, la retraite, qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez cet objectif long terme, on va viser de la performance, s'il vous plaît, sur vos 100 € par mois. Pour votre objectif retraite, on va viser de la performance. Très rapide, le livret A. Maintenant, le PEL, ça va passer un petit peu plus de temps. Parce que le PEL, je me rends compte que quand je suis en rendez-vous, 95% des gens ne savent pas pourquoi ils ont un PEL. Mais vraiment. C'est-à-dire que quand je vous dis pourquoi vous avez un PEL, la réponse c'est soit parce que c'est mes parents qui m'ont dit d'avoir un PEL, soit parce que c'est mon banquier qui m'a dit d'avoir un PEL. Le banquier a un pouvoir sur nous, c'est incroyable. Donc quels sont les avantages du PEL? Pourquoi vous avez un PEL? Le taux avantageux pour contracter un crédit. Exactement, c'est le premier avantage. C'est pour avoir un bon taux de crédit. Encore. C'est défiscalisé pendant 12 ans. Non. Encore. Non, c'est pas un avantage, mais non, Non, c'est faux. La prime d'État. Ce sont les deux principaux avantages du PEL. Quoi d'autre? Un taux de rentabilité contractuellement garanti. Ouh. Il se la pète. Effectivement, le taux du PEL, que ce soit pour le crédit ou pour la rentabilité qui est annoncée, elle est garantie. C'est-à-dire que le livret A, vous aviez un capital qui était garanti, là, le PEL vous garantit le taux. Encore mieux. J'aurais tendance à dire, le PEL, c'est ce qu'on dit souvent, c'est plus rentable qu'un livret A. Tout simplement. Donc le PEL permet d'obtenir des taux de crédit préférentiels. Le PEL est plus rentable qu'un livret. Le PEL permet d'obtenir une prime d'État. Et les taux d'épargne et de crédit sont contractuellement garantis. Ok. Les inconvénients. Il n'y en a pas trop en fait. disponible. Voilà, la disponibilité. Le PEL est bloqué, entre guillemets, de 0 à 4 ans. Quoi d'autre? Alors, le PEL est avantageux qu'entre 4 ans et 10 ans d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué de 0 à 4 ans et après, on sera fortement fiscalisé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'après 12 ans, on va le voir, on a un prélèvement forfaitaire qui fait très mal. Les charges sociales. Les charges sociales. Et après 10 ans, on ne peut plus faire de versement. Oui, effectivement. Et après 15 ans, 10 ans. c'est la fin du contrat. Bien. Alors, cas concret que j'ai vu en clientèle. Pour comparer le PEL et le livret A. Tout simplement. Donc j'ai pris un client qui avait, le 18 décembre 2003, souscrit un PEL avec un versement initial de 10 000 €. Il met 45 € par mois. Et là, il allait faire un crédit de 38 740 €. Pourquoi 38 740 €? Parce que c'est ce que son banquier lui a dit de faire. Parce que c'était le max qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait cotisé. Et donc, on a fait l'étude ensemble. Ce que lui avait rapporté le PEL par rapport au livret A. Alors, grâce au PEL, Martin a fait un gain de 2. Donc, on va analyser plusieurs axes. D'abord, l'épargne avec le rendement du PEL par rapport au livret A. Ensuite, la prime d'État, puisque le PEL permet une prime d'État lorsqu'on fait un prêt épargne logement, alors que le livret A non. Le crédit.
Et sans livret A, je n'ai pas de taux de crédit préférentiel, alors qu'avec le PEL, j'ai un taux de crédit préférentiel. Et enfin, on va pouvoir faire le total. Grâce au PEL, Martin a fait un gain de. Donc, au total, Martin il a versé 14 815 €, c'est-à-dire qu'il a mis 10 000 € d'abord et ensuite 45 € par mois, assez classique. Et ensuite, il y a eu des taux d'intérêt. Sur le PEL, on est à 2,50 de taux d'intérêt depuis 10 ans. Mais brut. En moyenne, sur le livret A, on est à 2,34 sur ces 10 dernières années. Mais net. Donc, ce qui fait que si j'enlève les charges sociales, je me retrouve avec un total épargne de 17 466 pour le PEL contre 17 677 pour le livret A. Si Martin avait cotisé pendant ces 10 années sur son livret A et pas sur le PEL, il aurait gagné plus en épargne. Quand on vous dit que le PEL est plus rentable qu'un livret A, c'est faux. Sauf que, vu que je fais un prêt épargne logement, j'ai une prime d'État que je n'ai pas avec le PEL. J'ai 1036 € de prime. D'accord? Alors je suis désolé, ces 1036 € de prime sont bruts. Je n'ai pas calculé les charges sociales dessus. Donc, je suis sympa pour le PEL. Et j'ai fait un crédit. Alors, j'ai fait un crédit sur 15 ans. Ah, sur le PEL, vous le saviez ça? Le taux de crédit du PEL, il est garanti, il est fixé, il est imposé, que vous preniez un crédit sur 5 ans, sur 6 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Le taux de crédit du PEL, il est à 4,2%. Sur 15 ans, on est à combien de taux là? 3,90. 3,90 non. Pas du tout. Alors, j'ai mis 3,10 parce qu'en Alsace, c'est à 3,10. À Toulouse, on sera plutôt aux alentours sur 15 ans sur 3,35. Et après, si vous avez un courtier, peut-être pourquoi pas mieux. Donc, voilà le coût du crédit avec le PEL si j'avais fait un prêt épargne logement. 13 542 € d'un côté, 9 752 € de l'autre. Donc voilà ce que j'ai gagné grâce au PEL. J'ai gagné cette épargne, plus la prime, moins le coût du crédit. Le PEL, cette épargne, la prime j'en ai pas, moins le coût du crédit. Grâce au PEL, Martin a fait un gain de moins 3 000 €. Rentable, le PEL. Super rentable. On va le voir par la suite. Je ne veux pas shooter sur le PEL parce que ça peut être un outil qui est intéressant dans certains cas. Ce que je veux vous dire, c'est que le PEL n'est pas l'outil magique qu'on veut bien vous faire croire. D'une part, c'est un outil qui est très très complexe, il y a beaucoup d'alinéas, et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun banquier qui sait comment fonctionne parfaitement un PEL. Je peux vous le garantir, parce que c'est le contrat où il y a le plus de clauses. Même les produits techniques fiscaux très très précis n'ont pas autant de clauses que le PEL. Donc c'est un outil très complexe pour finalement pas grand chose. En termes de renta, vous avez la même chose qu'un livret A. Et vous vous prenez tellement la tête toute votre vie à essayer de comparer deux choses qui sont les mêmes que vous passez à côté de belles opportunités que l'on va voir tout à l'heure. Si vous avez un objectif 10 ans, encore une fois, on va gagner en rentabilité. On n'est plus à essayer de savoir, à comparer du 2,25 avec du 2,35. C'est fini ça. On vise de la rentabilité. Donc, par souci de, on va dire par souci d'honnêteté intellectuelle, je vous ai montré quelle est l'analyse sur 10 ans. Okay, parce que vous allez me dire, mais cette comparatif dépend d'une conjoncture actuelle, puisqu'actuellement, voilà, on a des taux plus avantageux que le PEL en termes de taux de crédit. Donc effectivement, si je suis honnête intellectuellement, il faut que je fasse une étude complète sur les 10 ans qui ont été faites. Et j'ai fait cette étude. Donc vous avez le taux de crédit du PEL et le taux de crédit usuel sur 15 ans. Vous le voyez, il n'y a qu'en 2008, pendant 6 mois, où les taux de crédit du PEL étaient plus avantageux que les taux de crédit usuels. 6 mois sur 10 ans. Et pareil, sur la rentabilité du PEL, le livret A, il est à peu près constamment au-dessus, sauf un peu après 2008. Voilà. Là aussi, pendant 6 à 8 mois. Ok, donc il y a une fiscalité au-delà de 12 ans, où on a des prélèvements sociaux de 24%, des charges sociales et un prélèvement forfaitaire de 24%. Bref. Donc,
Alors, les avantages du PEL, c'est un peu des avantages mystiques, c'est-à-dire qu'on les met comme une graine dans notre cerveau, et on est persuadé que c'est vrai. On est persuadé que le PEL permet d'obtenir un taux de crédit préférentiel. C'est faux. Ça dépend du contexte. On est persuadé que le PEL permet d'obtenir une prime d'État. C'est faux. Il faut faire un prêt épargne logement. Et dans 95% des cas, on l'a vu pendant ces 10 dernières années, ce n'était pas intéressant. Le PEL est plus rentable qu'un livret. Là aussi, on l'a vu sur ces 10 dernières années, c'est faux. Les taux d'épargne et de crédit sont contractuellement garantis. Là, c'est vrai. C'est bel et bien le seul avantage du PEL. C'est que dans 95% des cas, vous perdez, mais au moins vous le savez. L'inconvénient, le PEL est bloqué, on va dire 0 à 4 ans, c'est vrai. Le PEL n'est avantageux qu'entre 4 et 10 ans d'investissement, si tant est qu'il soit avantageux. Bien, on va passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va parler de l'assurance vie. Enfin, une vraie épargne, où enfin on va pouvoir viser de la rentabilité. Ok? Donc je vous ai fait juste une petite digression, parce qu'en clientèle, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment investir en bourse, comment il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques. Donc c'est en fait une petite intro à comment investir en assurance vie si vous voulez. Donc, comment investir en bourse? Je fais bien les questions. Donc en gros, pour faire simple, en bourse, vous avez le choix entre deux choses, soit investir dans de l'obligation, soit investir dans de l'action. Je ne vais pas vous faire un cours précis sur toutes les mécaniques financières de la bourse parce que c'est assez complexe. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est une obligation, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est une action. D'accord? Parce qu'il y en a qui peuvent être paumés. Ce que je vous demande d'avoir comme postulat de départ, c'est que l'obligation est moins risquée que l'action. En fait, dans le jargon, on dit l'obligation est moins volatile. C'est-à-dire que ses amplitudes de variation sont moins élevées que l'action. Ok? Et autre postulat de départ, à long terme, l'action rapporte plus que l'obligation. Plus vous avez un investissement volatile, plus à long terme, vous avez une espérance de gain. Donc là, moi j'ai souvent des clients qui investissent directement en action. Je prends par exemple mes parents, eux ils ont investi dans une action France Télécom en 98. Puis après ils ont vendu en 2002. Une super affaire. Et c'est ce que font la plupart des clients, c'est-à-dire qu'ils investissent en direct dans une obligation, en direct dans une action. Je ne vous parle même pas de l'effet fiscal que ça donne. On l'a vu en plus, l'effet fiscal a un impact exponentiel. Donc là, ils se font déglinguer, mais ils ne le savent pas encore. Et surtout, ils ont une exposition au risque qui est maximale, puisqu'ils n'ont qu'un œuf, qu'un panier. Si le truc plante, tout plante. Ce que j'aurais tendance à vous conseiller, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'investir dans plusieurs petites actions, plusieurs obligations, et de le mettre dans un portefeuille. Petite animation qui est là. Je le remets parce que j'ai mis du temps. Hop, animation. Donc ça, ces portefeuilles, ça s'appelle des SICAV, des OPCVM, des FCP. D'accord? L'exposition au risque ici est maîtrisée. Règle numéro 1, diversifier permet de mutualiser le risque. Règle numéro 1 si vous voulez investir en bourse. Règle numéro 2. Quelle action choisir entre ces deux-là? Quelle action choisiriez-vous? Il n'y a pas de piège. Hein. Ben, la une, évidemment. Pourquoi? Parce que si je mets 100 € par mois sur la une et 100 € par mois, alors j'ai un rendement de 31%. Génial. Alors que si je mets 100 € par mois sur la 2, j'ai un rendement seulement de 39%. L'action 2 est bien, bel et bien, plus rentable que l'action 1. Mais ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on fait souvent l'erreur entre rentabilité et rendement. On confond les deux choses. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer. Petite digression pour que vous compreniez la différence entre rentabilité et rendement. S'il vous plaît. Donc, si je donne 10 000 € à quelqu'un, d'accord, qu'on va appeler ce quelqu'un
fonds commun de placement, pas Alchoum. Et si ce quelqu'un me rend 11 200 €, je donne 10 000, le quelqu'un me rend 11 200, on est en net. Ok? Ça me fait une rentabilité de combien? Rentabilité, il faut un pourcentage. Donc il faut faire 11 200 moins 10 000, ce que j'ai à la fin moins ce que j'ai au départ, divisé par ce que j'ai au départ. C'est-à-dire 11 200 moins 10 000, c'est-à-dire 1 200 divisé par 10 000 égale 12%. J'ai 12% de rentabilité. Ces 12% de rentabilité, c'est 11 200. Vous préférez que FCP vous les donne l'année prochaine ou vous préférez que FCP vous les rende dans 10 ans? L'année prochaine, évidemment. Donc l'année prochaine, fait intervenir la notion de rendement. La rendement, c'est une rentabilité dans le temps. Si FCP me donne 11 200 l'année prochaine, j'ai 12% de rentabilité et 12% de rendement. S'il me les rend dans 10 ans, j'ai 12% de rentabilité, mais j'ai 1,2% de rendement. Et même un peu moins si on compte la mécanique des intérêts composés. En gros, FCP, c'est votre livret à ce moment-là. Ok. Maintenant, voir si vous avez vraiment compris. En décembre, je donne 10 000 € à ce mec. Ok. Il y a le mois de janvier. Il y a le mois de février. Nanana, jusqu'au mois d'octobre. Et en octobre, cette personne, cette entité, me donne 11 200. Donc, 12% de rentabilité. Mais il ne les donne pas 12 mois plus tard, il me les donne 10 mois plus tard. Le rendement, il sera inférieur ou supérieur à 12% ou égal? Égal. Supérieur, puisque on me les rend plus tôt. Plus on me les rend tôt, plus le rendement augmente. Je vous le dis, ici le rendement, il n'est pas de 12%, il est de 14,5%. Maintenant, mieux. Je donne 10 000 € en décembre. Et ce quelqu'un, d'accord, il ne me donne pas 11 200 € en octobre. Il décide de me le rendre de manière échelonnée. J'explique. Donc il ne va pas me donner 11 200 € en octobre, il va me donner 1 120 € en janvier. Il va me donner 1 120 € en février, jusqu'à octobre, où il va me donner 1 120 €. Ça me fera bien 11 200 au total. Le rendement, il est supérieur ou inférieur à 14,5? Oui, il est super. Il est très nettement supérieur à 14,5. Puisque chaque mois, on me rembourse. Le rendement, il est de 28,7%. La vraie question, un placement comme ça n'existe pas. Hein? Un placement comme ça existe. Et c'est un placement de défiscalisation. Malheureusement, il n'est accessible que pour les personnes qui payent plus de 10 000 € d'impôts. Mais si vous en connaissez, pendant qu'ils mettent 1 120 € par mois au trésor public, donc sur du 0%, ils loupent quelque chose où ils pourraient le mettre sur du 28,7. Donc ce serait peut-être temps de leur dire et de m'appeler. Pourquoi? Parce que s'ils mettent 10 000 € par mois, d'accord, s'ils mettent 10 000 € en décembre, leur mensualité de 1 120 € pour rembourser leur impôt de 11 200, ça sera 0, 0, 0, 0. En mettant 10 000, ils économisent en octobre 11 200 € d'impôt. Et en se démensualisant, ils économisent bien 1 120 € tous les mois jusqu'en octobre. C'est un placement qui existe, qui est agréé par l'autorité des marchés financiers, qui est agréé par le trésor public, qui est agréé par tout le monde, qui est super bien verrouillé. Et qui est même utilisé par des gens eux-mêmes du trésor public, forcément. Telle rentabilité, ce serait dommage de s'en trouver. Oui?
Du coup, la différence entre rendement et rentabilité. Oui. La rentabilité, c'est, si tu veux, un gain global. Alors que le rendement fait intervenir une productivité. C'est-à-dire ton gain global, tu vas l'avoir au bout de combien de temps? Ta machine, elle va tourner plus vite. Le rendement, c'est ça. C'est si tu veux, c'est la vitesse de ton moteur. C'est la vitesse de rotation de ton moteur. J'essaie de parler. Ok? Et bien là, c'est la même erreur qu'on fait. C'est-à-dire qu'on confond rentabilité et rendement. Parce que si je mets 100 € par mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça c'est ce qu'on appelle la théorie des versements programmés. On va dire que je mets 100 € par mois, d'accord? Et qu'en janvier, ma part vaut 100 €. Donc là, je vous simule ce qui se passe ici de manière très simplifiée. Donc si ma part en janvier vaut 100 € et que je mets 100 € par mois, en janvier, j'achète combien de parts? J'achète une part en janvier. Super. Maintenant, petite allégorie de la part. Maintenant, la bourse chute et ma part vaut 50 €. Mais moi, je mets bel et bien toujours 100 € par mois. Donc si la part vaut 50 €, j'achète combien de parts en février? J'achète 2 parts. Petite allégorie de la part. En mars, la bourse remonte et revient au point initial. Donc ma part vaut 100 € comme au départ. Moi, je mets toujours 100 € par mois. J'ai acheté combien de parts en mars? Une part. Mars, c'est ça. C'est pas la meilleure, je le concède. Donc Martin possède en mars, ici, 4 parts qui valent toutes 100 €. Donc il possède 400 €. Pourtant, Martin a bel et bien investi 300 €. En ayant investi 300 €, Martin se retrouve à 400 €, ce qui donne un rendement interne de 33%. Donc ça s'appelle la théorie des versements programmés. Règle numéro 2, si vous voulez investir en bourse, en plus de diversifier, faites-le avec des versements programmés. Parce que si la bourse chute, vous lissez le risque, ce n'est pas tout le capital qui va chuter, vous mettez juste 100 € par mois. Et si la bourse remonte, vous bénéficiez de ce qu'on appelle de l'effet de levier rebond. Vous bénéficiez d'un rebond. Et je vais même vous dire, c'est une condition, c'est une équivalence. C'est-à-dire que si vous voulez faire des versements programmés, faites-le sur quelque chose de dynamique. Faites-le sur quelque chose qui fluctue, sinon vous passez à côté de l'effet de levier rebond. Ok? Si vous voulez investir sur quelque chose de dynamique, faites-le par versement programmé. Si vous faites des versements programmés, faites-le sur quelque chose de dynamique. J'en arrive à l'assurance vie. Très rapidement. L'assurance vie, c'est d'abord un outil de transmission. À la base, c'est ça l'assurance vie. L'assurance vie me permet de léguer aux bénéficiaires de mon choix jusqu'à 152 500 € hors droit de succession. Ok? Voilà. Mais c'était pas l'objet de la conférence de ce soir. Vous expliquez l'assurance vie sur la transmission de patrimoine. Je vous explique l'assurance vie sur la création de patrimoine. Donc je vais passer rapidement sur ce point. Donc l'assurance vie, comment ça fonctionne? L'assurance vie, je peux souscrire le nombre de contrats que je veux. Il n'y a pas de plafond de versement. Super flexible. Je verse et je retire quand je le souhaite. L'assurance vie n'est pas bloquée, contrairement à ce qui est dit. L'assurance vie n'est pas bloquée avant 8 ans. Je peux retirer mes sous quand je le souhaite. C'est juste que la fiscalité appliquée n'est pas la même. La fiscalité est avantageuse. Déjà, elle s'applique que sur les plus-values et elle est avantageuse à partir de 8 ans. Personne n'a des questions là sur l'assurance vie, la fiscalité? Je veux dire, on est juste en plein dedans. Apparemment, on parle souvent de ça aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'actualité sur la fiscalité en assurance vie? Est-ce que vous avez entendu parler d'une actualité sur la fiscalité en assurance vie? Ça va bouger. Pardon? Ça va bouger. Ça va bouger peut-être. On ne sait pas.
Personne ne lit l'actualité, personne ne lit le point, personne ne regarde les effets de vidéo. Pardon? Il va y avoir 15 000% d'imposition. Enfin, c'est un changement de tout. C'est les charges sociales. Que si on sortait au bout de 8 ans, je crois qu'on payait, on était imposé beaucoup plus, je crois, 15 ou 33%. 15 ou 33%. Je sais pas. Oui, oui. Ok, bon, maintenant, on va essayer là aussi de percer le mythe. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la fiscalité sur l'assurance vie. Donc la fiscalité sur l'assurance vie, vous avez 3 phases. Une de 0 à 4 ans, une de 4 à 8 ans et une supérieure à 8 ans. Je vais vous demander votre aide parce que je me souviens plus très bien de la fiscalité sur l'assurance vie. Désolé, faute professionnelle. Donc de 0 à 4 ans, je vais être imposé, alors, ça que vous le sachiez, toutes les plus-values sont imposées aux charges sociales de 15 et demi. Et c'est partout pareil, que ce soit dans l'investissement immobilier, que ce soit dans l'obligation directe, dans l'action directe, que ce soit le PEL, il n'y a que le livret A qui est sauvé, en gros. Mais dès que vous visez la deuxième étage de la pyramide, vous mangez les charges sociales. Ok? Donc ça, je conseille de l'avoir pour acquis. Ensuite, de 0 à 4 ans, on va être imposé sur les plus-values. Alors, on est imposé comment sur les plus-values? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà entendu parler de la fiscalité de l'assurance vie? Est-ce qu'il y en a qui savent un peu ou pas? Il y a deux possibilités. Oui. Soit à ton TNI, Oui. ton marginal d'imposition, Ouais. soit le PFL. Yes. Je sais plus ce que ça veut dire. Prélèvement forfaitaire libératoire. Prélèvement forfaitaire libératoire. Attention à ce que tu dis. Donc, soit je choisis entre le PFL de 35%, d'accord, mon imposition sur les plus-values, soit je choisis mon TNI. Est-ce que vous savez ce qu'est le TNI? Taux marginal d'imposition, surtout pas taux moyen. Surtout pas taux moyen. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Bon, je fais un cours sur la fiscalité, sur l'investissement immobilier, malheureusement, ce n'est pas l'objet de ce soir, même si certains ont besoin d'un petit rafraîchissement. En gros, pour faire simple, sur les profils fréquents, vous avez 14% de TNI si vous touchez entre 12 000 et 26 000 euros net, d'accord? Et au-dessus de 26 000 euros jusqu'à 70 000 euros par part, vous avez un TNI de 30%, entre 26 et 70 000 euros. C'est pour simplifier, c'est un poil plus complexe que ça. Donc évidemment, de 0 à 4 ans, si je suis sur une de ces tranches, je vais choisir mon TNI. Évidemment. Et ça, il faut savoir que c'est applicable sur tous les placements. Si vous faites de l'action indirecte, c'est ça qui est appliqué. Ok? De 4 à 8 ans, j'ai pareil le choix entre mon TNI et un prélèvement forfaitaire libératoire. Il est de combien ce prélèvement forfaitaire libératoire? 14%, 15%. 15%. Ah, donc là, si je fais un TNI de 30%, je vais clairement choisir ici. Bon, si je fais un TNI de 14, c'est kiff-kiff. Peut-être choisir mon TNI. Ok? Ça, c'est de 4 à 8 ans. Donc la fiscalité devient avantageuse. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que retirer ses sous de 0 à 4 ans, c'est moins intéressant. Pourquoi? Parce que 0 à 4 ans, on l'a vu sur la mécanique des intérêts composés tout à l'heure, on n'a quasiment pas généré d'intérêt. Donc j'ai quasiment pas généré d'intérêt, j'aurai quasiment pas d'impôt. Par contre, de 4 à 8 ans, je vais générer beaucoup plus d'intérêt. Donc là, c'est plutôt pas mal d'avoir un système d'épargne qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que mon système d'épargne me dit, et ça c'est unique, hein. C'est unique même en Europe, quoi. Même au monde, hein. C'est-à-dire qu'on est les seuls, sans déconner, à avoir des contrats, des enveloppes, ce qu'on appelle des enveloppes fiscales. Normalement, vous investissez en direct. Là, on a une enveloppe fiscale qui vous dit, plus tu génères d'intérêt, moins on va te faire douiller en impôts. Parce que tu vas générer plus d'intérêt. Au-delà de 8 ans,
pareil, et je rentre mon TMI, ou un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5%. Premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, après un abattement de 4 600 € si je suis célibataire, ou de 9 200 € si je suis en couple. Marié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets, on va dire, 10 000 € sur mon assurance vie, en 8 ans, j'ai 100% de rentabilité. Un truc de malade. Donc, j'ai mes 10 000 qui se transforment en 20 000. Je décide de récupérer mes 10 000. Je retire mes 10 000. Il faut que vous compreniez que sur les 10 000 que vous récupérerez au bout de 8 ans, vous avez une partie d'intérêt et une partie de capital. Ok? Ça, c'est vos 10 000 au départ. Vos 10 000 € de départ se transforment en 20 000. Vous retirez la moitié. Vous avez ici 5 000 € de capital, 5 000 € d'intérêt. Ces 5 000 € d'intérêt, vous allez leur mettre 4 600 d'abattement si vous êtes célibataire, 9 200 € d'abattement si vous êtes en couple. Donc en gros, si vous êtes célibataire, vous allez être imposé sur 400 € à 7,5. Vous allez payer 28 € d'impôt. C'est super. Et si vraiment vous êtes sévère avec le fisc, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas retirer 10 000 €, vous allez retirer 9 000, vous retirez 1 000 l'année prochaine. Comme ça, vous ne payez pas du tout d'impôt. Par contre, les charges sociales, elles y sont toujours. Alors, l'actualité, elle va avoir quoi là-dedans, dans tout ça? Mais ils envisagent d'obliger de laisser que le TMI. Non. Non, c'est pas ça. L'actualité, c'est de dire, bah, les charges sociales, on va les appliquer. Ouais, et donc l'actualité ne change rien à vos contrats d'assurance. Rien. On écrit sur du vent en ce moment. On écrit sur du vent. C'est deux actualités. Alors la première déjà, enfin, on est loin de l'appliquer, et la deuxième, ça va être encore pire. Bon, pour donner un complément d'information sur l'actualité, c'est plutôt les contrats, je vous dis, de 97 à 2000 qui sont touchés, en gros. Parce que 97 à 2000, on n'avait pas 15,5 de charges sociales. C'est parti de 0, 0,2, 2,5, 3,2, etc. Et l'État avait dit, parce que les épargnants commençaient à gronder, l'État avait dit, non mais vous inquiétez pas, quand vous sortirez votre capital dans 8 ans, d'accord, les charges sociales qu'on va vous appliquer, c'est pas 15,5. Voilà, on vous promet, ça ne sera pas 15,5. Et bien aujourd'hui, l'État dit, bah si, ce sera 15,5. Les charges sociales, c'est bien 15,5. Voilà. C'est tout. Mais moi, j'ai toujours communiqué sur 15,5. Et je vous incite à le prendre comme tel. Hein, parce que les charges sociales, vous n'y couperez pas. Par contre, on a bien une fiscalité qui reste très avantageuse. Ok, ça c'était pour la digression fiscalité. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon, c'est la rentabilité. Comprenez bien que si vous êtes fortement imposé, de toute façon, c'est parce que vous avez gagné beaucoup d'argent. C'est plutôt sympa. Alors, l'assurance vie. L'assurance vie est une enveloppe fiscale, c'est-à-dire qu'au sein de cette enveloppe fiscale, je vais pouvoir choisir plusieurs fonds. Je rappelle, dans chaque fonds, il y a des billes, actions, obligations. Je peux les mettre dans des portefeuilles. Et ces portefeuilles vont se regrouper dans une enveloppe fiscale. Animation de dingue. J'aurai différentes typologies de fonds dans mon portefeuille. J'aurai des fonds majoritairement actions, j'aurai des fonds majoritairement obligations, et j'ai même un truc bizarre qui s'appelle le fonds euro. Le fonds majoritairement obligation, vous l'avez compris si je vous donne le postulat de départ, c'est un fonds qui est plus prudent que le fonds majoritairement action. Et le fonds euro, eh bien, il regroupe lui aussi des actions et des obligations. Le fonds euro, il y a aussi des actions et des obligations dedans, sauf que le fonds euro te dit le capital est garanti. Voilà. C'est pour ça que les Français adorent le fonds euro, parce qu'il est dit dedans que le capital est garanti. Vous avez des questions? N'hésitez pas à me couper, hein. C'est pas forcément. C'est un mythe
Encore le fonds euro? C'est-à-dire On voit des mythes depuis tout à l'heure. Est-ce que les fonds euros sont aussi un mythe? Est-ce que c'est garanti ou pas? Alors, Est-ce que c'est un peu comme le livret A. Tout est garanti si tant est que tout ne s'effondre pas. Mais effectivement, on peut dire à peu près les yeux fermés que le fonds euro est garanti. Par contre, ce qu'on peut dire difficilement, c'est de prévoir la rentabilité du fonds euro. La rentabilité du fonds euro s'effrite d'année en année. Pour faire simple, parce qu'elle est de plus en plus taxée d'année en année. C'est-à-dire que les assureurs, pour garantir leur fonds euro, la communauté européenne va obliger les assureurs et les banques à mettre de plus en plus de la partie investie dans leurs fonds propres pour garantir le capital. Donc de plus en plus, on tend à avoir des fonds euros qui sont à la rentabilité d'un livret A. Donc en gros, vous avez plusieurs sensibilités en fonction de votre profil. Vous avez le profil sécurisé, vous avez le profil prudent, le profil équilibré, le profil dynamique. Plus je vais monter dans la gamme dynamique, et plus je vais avoir affaire à des fonds majoritairement actions. Voilà. Donc les fonds euros, capital garanti, performance proche du livret A, ce sont pour mes objectifs court terme. Le fonds obligataire, un peu plus sécurisé, un peu plus rentable, fluctuation prudente, le capital n'est plus garanti. Et les fonds dynamiques, actions plus obligations, j'ai une meilleure espérance de gain à long terme, mais j'ai une fluctuation du capital plus importante. Donc selon mes objectifs, je vais aller choisir différents types de fonds. Vous l'aurez compris, si je vais chercher du profil dynamique, je vais faire quoi? Des versements programmés. Et si je fais des versements programmés, je vais faire quoi? Je vais aller viser du dynamique. Il y en a une qui suit. Donc, ça, ce sont les fonds. Vous avez des gestionnaires de fonds. Ce sont des maisons financières qui créent différents portefeuilles, qu'on appelle des fonds. D'abord, je vais dire des fonds. Vous avez des maisons financières qui n'ont rien à voir avec les banques, d'accord, qui sont complètement indépendantes, qui créent elles-mêmes des fonds. Vous avez par exemple ce gestionnaire de fonds, dont j'ai tué le nom parce que le but, c'est pas de vendre un gestionnaire, qui fait deux types de fonds. Un fonds équilibré, un fonds dynamique. Là, on est sur un... Alors, comment ça marche la carte d'identité d'un fonds? Vous avez l'échelle de risque ici. D'accord? Donc là, on est au milieu, ça veut dire que le fonds est équilibré. Le fonds est équilibré, ça veut dire qu'il faut avoir un horizon de placement de 3 ans minimum. Moi, je vous le dis, poussez même jusqu'à 6. Là, il est écrit la stratégie du fonds. Donc, dans la stratégie du fonds, j'ai maximum 50% d'actions. Donc, j'aurai minimum 50% en obligation. Donc, un fonds équilibré à volonté prudente. Voilà quelle est la performance de ce fonds dans ces 10 dernières années. Sur ces 10 dernières années, ce fonds a fait 113% de rentabilité. Sur ces 23 dernières années, donc depuis son existence, ce fonds a fait 618% de rentabilité. C'est-à-dire que pendant les 10 ans où Martin s'est posé la question à savoir s'il était plus avantageux de faire son PEL ou son livret A, il est passé, M. Martin, à côté de 100 € par mois sur un fonds qui fait 110% de rentabilité en 10 ans. C'est dommage. Il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Oui? Le 110%, il n'est pas calculé sur le versement programmé, il est calculé Il n'est pas calculé sur le versement programmé. Effectivement, si on avait pris en plus en compte le versement programmé, on aurait un rendement supérieur. Donc c'est une très bonne remarque. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se comporte ce fonds en cas de rebond et comment se comporte ce fonds en cas de crise. On a connu la plus mauvaise quinquennale de l'histoire de la finance, c'est-à-dire qu'en 2008, la crise des subprimes, et en 2011, la crise de la dette. Ce qui fait qu'on a connu une période de crise absolument horrible. Donc en 2008 et en 2011, comment se sont comportés ces fonds? Comment s'est comporté ce fonds? En 2008, il fait 0%. En 2011, il fait moins 0,76. Donc il limite largement la casse par rapport aux fonds actions qui ont régulièrement fait en 2008 et en 2011 moins 50%. Comment il se comporte dans les années de rebond? En 2005, 21,50, en 2009, 17,59.
Donc on a un fonds plutôt équilibré qui va amortir le choc quand on est en cas de crise et profiter d'un rebond lorsqu'on remonte dans la conjoncture. Ce gestionnaire de fonds fait un deuxième fonds, qui est un fonds dynamique. Alors ce fonds dynamique, vous voyez, échelle de risque 6, durée d'investissement minimum 5 ans, vous voulez dire pousser à 8, voire même pousser à 10. Ok ? La stratégie, minimum 60% en action. On n'est plus à maximum 50% en action. Minimum 60% en action. Qu'a fait ce fonds sur ces 10 dernières années? 167% de rentabilité. Et sur ces 23 dernières années, 1053% de rentabilité. Le capital est multiplié par 12. Comment se comporte ce fonds sur les années de crise? Comment se comporte ce fonds sur les années de rebond? Donc sur les années de crise, 2011, moins 10%, 2008, moins 30%. Sur les années de rebond, 2005, 49,14, 2009, 42,58. Donc là, vous avez bien compris que sur cette typologie de fonds, on ne va pas du tout avoir la même logique ni le même comportement en tant qu'investisseur. Je ne vais pas mettre mon versement initial de 10 000 euros sur un fonds comme celui-ci. Si je me retrouve en 2008, je ne suis pas bien. Par contre, si je vais chercher des versements programmés sur ce fonds qui fluctue et qui fait des forts effets de rebond, là, je peux avoir des rendements très intéressants. Donc sur un versement initial, par exemple, on ira chercher le fonds de tout à l'heure, qui est un fonds équilibré, et sur les versements programmés, on ira chercher un profil plus dynamique. Bref, l'assurance vie, c'est une histoire de sport. Donc, vous l'aurez compris, dans une assurance vie, vous pouvez choisir une multitude de fonds en fonction de vos différents objectifs. En assurance vie, il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit capable de faire votre équipe de foot en fonction de vos objectifs. L'équipe de foot, ça s'appelle l'allocation d'actifs. Donc en fait, en allocation d'actifs, qu'est-ce que j'irai vous conseiller sur vos objectifs et votre profil? Ben, c'est simple. Tu as un fort versement initial, par exemple. Pour tes objectifs court terme, va chercher plutôt des fonds obligataires pour te sécuriser, à 50%, on va dire. Donc tu peux en choisir un qui est de l'obligation Europe, un qui est de l'obligation internationale, un qui est de l'obligation convertible, et le reste en fonds euros pour sécuriser, par exemple. Les 50% restants de ton versement programmé, de ton versement initial, eh bien, tu pourras chercher des fonds équilibrés, 50% en action, 50% en obligation. Tu pourras aller chercher des fonds, pareil, internationaux, ou alors des PME françaises. Tu pourras aller chercher des fonds dans l'immobilier. Ça, on ne nous le dit pas, mais on peut faire de l'immobilier au sein d'une assurance vie. Quel est l'avantage? C'est que les loyers qu'on perçoit sont exonérés d'impôts. Donc lui, il est génial, c'est un peu notre zizou de l'équipe, parce qu'il va être super rentable, avec 5 à 5,5% de rentabilité par an. Je ne vais pas être imposé sur mes loyers, et en plus, pas quasiment, mais quasiment garanti. Et enfin, sur mes versements programmés, là, Monsieur Martin, là, on va aller viser du dynamique. Vous pourrez aller investir dans des pays émergents, par exemple, ou sur des fonds qui font 80% en actions, 20% en obligations, etc., etc. Il y a tellement de choses à faire sur l'allocation d'actifs. Tellement de choses à faire sur l'allocation d'actifs. Et le truc, c'est que vous, quand vous allez voir votre banquier, vous allez dire, écoutez, je suis un peu déboussolé, je viens de faire une conférence, j'ai vu qu'il y avait un jeune, il me faisait une équipe de foot. Alors vous lui expliquez, il va dire, ouais, les trucs et tout, défense, attaque. Alors, et vous me proposez quand une équipe de foot? Mais lui, enfin, c'est très simple, Monsieur Martin. Donc ça, c'est le terrain. Et le terrain, c'est l'assurance vie. On est d'accord, ce qui compte, Monsieur Martin, c'est pas le terrain, c'est pas la pelouse, c'est bien les joueurs que l'on utilise. Donc moi, la stratégie que je vous propose, c'est la suivante, Monsieur Martin. Attention, banquier en action. On va faire un 1, 0, 0. Voilà ce qu'on va faire. On va faire un 1, 0, 0. Allez, on va peut-être faire, vu que vous êtes un fou, on va peut-être faire un 1, 1, 0. Mais c'est tout. Dire que dans 99,9%
des cas que je rencontre en clientèle, j'ai ça comme équipe de foot. En général, j'ai 80% de fonds euros, si ce n'est pas 100%, donc j'ai que des défenseurs, super, et j'ai, allez, 20% de fonds actions. Alors là, vous dites, ok, mais lui, du coup, si j'en ai qu'un, c'est Zizou le mec. C'est Zizou le mec. Non, c'est un gars du club, forcément. Et voilà comment je tombe sur des contrats d'assurance vie pourris. Et voilà comment je tombe sur des gars qui me disent, mais l'assurance vie, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas d'intérêt si ce n'est de gagner en fiscalité. Pas du tout. La fiscalité, elle est avantageuse sur l'assurance vie, mais on a un contrat bien plus performant. Sauf que toi, tu es tellement focalisé sur tes frais d'entrée que tu passes à côté de la rentabilité. Voilà. Et donc vous allez lui demander, parce qu'en plus, moi le petit jeune là, il m'a tout expliqué, en conférence, il m'a tout expliqué en rendez-vous. On a passé 3 heures à m'expliquer assurance vie. Vous pourriez m'expliquer assurance vie? Pas du tout. J'ai pas le temps, j'ai 10 000 clients. Donc ce que tu vas faire, monsieur Martin, c'est que tu vas vite signer ici. Là. Hop là. Et oui, alors il y a des risques de temps en temps, il y a une fiscalité plus ou moins, mais bon, signe, on se revoit dans 5 ans. Pour faire un PEL. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous l'aurez compris, faire une allocation d'actifs, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier qui nécessite des compétences. C'est un vrai métier qui nécessite de connaître l'investisseur, de prendre du temps avec lui. C'est un vrai métier qui nécessite d'être indépendant. Donc, en gros, si j'ai des objectifs, comme je vous l'ai dit, on va sécuriser à court terme avec les fonds prudents. On va essayer de rentabiliser à moyen terme sur mes versements initiaux avec des fonds équilibrés. Et sur mes fonds versements programmés, on va aller chercher du dynamique. Ok ? Conclusion, très simple, c'est que, en gros, pour conseiller en placement financier, ben, c'est un peu comme tout, c'est la gestion de patrimoine en général. Il faut connaître la situation des investisseurs, il faut connaître ses objectifs. D'ailleurs, on va l'aider à évaluer ses objectifs. On l'a vu tout à l'heure au début, l'objectif retraite, par exemple. On va lui expliquer la stratégie d'investissement, on va tout lui expliquer. Et alors là, ça c'est le coup de grâce. C'est que non seulement on va l'accompagner dans la mise en place, mais en plus, on va faire un suivi. On va faire un suivi. C'est dingue ça. Dire que mes joueurs, mon équipe, les joueurs ils vont bien se fatiguer dans le temps. Ça va toujours les mêmes. Ah non, moi je vais suivre votre investissement. Un conseil, ça ne se résume pas à une allocation d'actifs. Un conseil, c'est chaque année. On peut faire des arbitrages, on peut changer les joueurs. C'est ça un conseil. C'est pas qu'une allocation d'actifs. Alors déjà, les gens que vous connaissez d'habitude, vos interlocuteurs principaux, banquiers, assureurs, ne savent même pas ce que c'est une allocation d'actifs. Alors quand vous leur parlez de suivi, là, tout le monde se perd. On a vu comme exemple l'assurance vie, où l'allocation d'actifs, c'est ok, c'est primordial, il nécessite l'expertise d'un conseiller qualifié avec une vision indépendante et où des arbitrages pour le suivi peuvent être mis en place. Des questions? On va finir cette conférence là-dessus. Alors, juste, par contre, j'avais fait défiler une fiche de notes. Est-ce que tout le monde l'a remplie? Non. Et ton regard. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur le métier du conseil en gestion de patrimoine. Donc, c'était vraiment pour vous expliquer le métier, donc sous la vision placement financier. Mais ce qu'il faut que vous compreniez de manière globale, c'est que c'est un métier qui est un métier de généraliste de l'investissement. C'est-à-dire qu'autour de ce métier, il y a plein de spécialistes qui gravitent. D'accord ? En orbite, vous avez par exemple le gestionnaire de biens, vous avez le trésor public, le promoteur, le banquier, l'assureur, le notaire par exemple. Et votre conseiller en gestion de patrimoine, c'est votre bras droit pour vous y retrouver parmi tous ces spécialistes. C'est le seul à avoir une vision globale de l'investisseur. Le seul. Dire qu'un notaire sera incapable de vous expliquer ce qu'est une allocation d'actifs. Un assureur sera incapable de vous expliquer la différence entre rentabilité locative brute, rentabilité locative net, rendement, par exemple.
Un promoteur sera incapable de vous expliquer comment fonctionne la dynamisation progressive de capital dans une assurance vie. Un banquier sera incapable de vous expliquer ce qu'est un PEL, par exemple. Donc, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est le généraliste. C'est pas parce que vous tombez sur quelqu'un qui dit ben, moi j'ai pas besoin de conseil, hein, j'ai mon comptable. Et mon comptable, il sera incapable de m'expliquer comment fonctionne une assurance vie. Voilà. Donc j'espère que vous en savez un peu plus sur le métier. Je vais finir sur la méthode de fonctionnement, d'accord, parce que j'ai souvent des questions par rapport à ça. Fonctionnement, je suis indépendant. Je suis indépendant hiérarchiquement, je suis indépendant juridiquement, je suis indépendant commercialement. Je conseille en fonction de la situation et des objectifs de mes clients. Qui me rémunère? Ce n'est pas le client. Le client ne me rémunère pas. Je fais mes conférences gratuites, je fais mes rendez-vous gratuits, j'applique mes rendez-vous et mes conseils aussi de façon gratuite. Alors quand est-ce que je me rémunère? C'est facile, dans ce métier, on se rémunère toujours de deux façons, par commission et par honoraire. Par commission, c'est les parties prenantes qui me rémunèrent, donc impact investisseur 0, tout est inclus dans les contrats. Okay, et honoraire, ben, comme le médecin, je décide d'appliquer des honoraires. Lorsque vous allez voir une société de courtage et qu'elle vous fait payer des honoraires, ça ne veut pas dire qu'elle ne touche pas de commission. Hein. Si elle vous dit qu'elle ne touche pas de commission, c'est un mensonge. Dans le métier, je sais ce que je dis quand même, tout le monde touche des commissions. Tout le monde. D'accord? Après, c'est à moi de décider d'appliquer des honoraires ou pas. Je n'applique pas des zones d'honoraires, donc impact client 0. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Chaque fois que je demande, il n'y en a pas. C'est génial. Bon, bah écoutez, je vais vous demander alors, pour finir, de procéder à un petit tour de table pour voir ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ce que vous venez chercher, etc.